et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationale. Sans plus tarder, je donne la parole à Madame Georgette Gagnon. Madame, vous avez la parole. Madame la Présidente, aujourd'hui nous célébrons la Journée internationale des droits de l'homme, ce qui nous rappelle la pertinence éternelle de la Déclaration universelle des droits de l'homme et sa promesse de dignité, d'égalité et de justice pour tous et toutes. Le peuple afghan continue d'endurer de multiples crises et sa résilience, bien qu'évidente, est mise à mal. La situation appelle à une attention immédiate et davantage de soutien international. Les femmes et les filles sont systématiquement exclues de pratiquement tous les aspects de la vie publique. L'interdiction imposée à l'instruction secondaire et tertiaire pour les filles entre dans sa 4e année, privant l'Afghanistan de doctoresses, de femmes entrepreneuses, d'enseignantes, de dirigeantes, pourtant essentielles pour le pays aujourd'hui et demain. La liberté des médias est de plus en plus limitée. Les journalistes font face à de l'intimidation, des détentions, à la censure. L'espace consacré au débat public, à la participation publique se rétrécit alors que les personnes sont exclues des décisions portant sur leur avenir. Les Afghans, hommes et femmes, continuent d'être victimes d'empiètements systématiques sur leur quotidien du fait de l'imposition par les autorités de facto de la loi sur la propagation de la vertu et la prévention du vice. La détérioration des droits humains n'est pas la seule crise auxquelles font face les Afghans. Le pays continue d'être aux prises avec une crise humanitaire extrêmement grave et davantage de soutien humanitaire est nécessaire. Plus de 23 millions d'Afghans, plus de la moitié de la population, ont besoin d'aide humanitaire en 2026. Des besoins qui sont titanesques et qui sont en hausse parallèlement. Ce sont des milliers d'Afghans qui, chaque mois, sont revenus de l'Iran et du Pakistan, parfois contre leur gré. Le retour de pratiquement 2,5 millions d'Afghans de l'Iran et du Pakistan en 2025 représente une augmentation de 6% de la population, ce qui ne fait qu'exacerber la crise économique, climatique, humanitaire profonde que connaît déjà le pays. Nombre de rapatriés arrivent avec très peu de biens, arrivent dans des communautés d'accueil qui ne sont pas suffisamment équipées pour les accueillir et face à une économie qui n'est pas suffisamment forte pour leur donner les emplois et leur fournir les services fondamentaux. D'après la Banque mondiale, alors que la croissance du PIB cette année devrait atteindre 4,5%, le revenu par habitant, lui, va chuter de 4% du fait de cette hausse démographique, ce qui sera la 3e année consécutive d'une diminution du PIB par habitant. Les autorités de facto se sont donné comme objectif l'autonomie économique en utilisant la position géographique de l'Afghanistan pour accroître le commerce de transit et la production de marchandises en Afghanistan. Une stratégie qui est ébauchée dans la stratégie de développement national récemment publiée. Le secteur privé est l'un des rares domaines où les femmes ont une certaine liberté de travailler. Mais le projet global est sapé par d'autres politiques qui engendrent des risques politiques nuisant aux investissements. Les restrictions idéologiques entravent également l'activité économique des femmes, mais aussi des hommes. Nombre de femmes et de filles rentrant en Afghanistan ont des compétences ou des aptitudes qui permettraient de relancer l'économie, mais elles ne peuvent mener ces activités. Les autorités de facto continuent d'interdire aux femmes membres de l'ONU d'avoir accès aux locaux de l'ONU
dans tout le pays. C'est une violation des droits humains de la Charte des Nations Unies et cela entrave notre capacité d'exécuter le mandat que nous a confié le Conseil de sécurité. Nous n'avons eu de cesse de dénoncer cette situation inacceptable auprès des hauts responsables de facto. Nous avons besoin de votre soutien continu pour faire en sorte que cette situation ne devienne pas la norme. Madame la Présidente, des sécheresses successives, la dégradation des sols, le tout aggravé par une économie en difficulté et des pressions démographiques ravagent la production agricole dans un pays où la plupart des moyens de subsistance en dépendent. Les autorités de facto ont interdit les cultures de pavots. C'est une mesure qui a été saluée par la communauté internationale et une mesure appliquée pour la 3e année consécutive. Comme l'ONUDC l'a récemment fait savoir, les recettes en zone rurale ont chuté de 48% alors que les agriculteurs essayent de gérer la transition de culture du pavot à des cultures licites. Dans le cadre du processus de Doha, les entités de l'ONU, les autorités de facto, les bailleurs de fonds, les pays de la région et les experts afghans ont de concert travaillé au sein d'un groupe de travail de lutte contre les stupéfiants sur un plan d'action afin de promouvoir des moyens de subsistance alternatifs. Davantage de financement et d'aide techniques sont nécessaires pour appliquer ce plan d'action. La lutte contre les stupéfiants est une question exempte de risque pour la communauté internationale. Tout un chacun a intérêt à régler le problème car tout le monde pâtit d'une inaction face au problème des stupéfiants. Madame la Présidente, la sécurité en Afghanistan semble calme. Des millions d'Afghans ont joui d'une période de stabilité, d'absence de violence belliqueuse, ce qu'on n'avait plus vu depuis une génération. Toutefois, les tensions font rage entre l'Afghanistan et le Pakistan. Du fait de la présence des activités du TTP, il y a des échanges de tirs de part et d'autre de la frontière et des frappes aériennes qui ont fait des victimes civiles. Les tensions ont conduit à la fermeture de 2 points de passage entre l'Afghanistan et le Pakistan ces 2 derniers mois, avec des conséquences économiques pour l'Afghanistan et le Pakistan et les peuples vivant de part et d'autre de la frontière. Nous saluons la décision récemment prise par le Pakistan visant à autoriser un approvisionnement humanitaire destiné au peuple afghan et pour que cet approvisionnement puisse passer la frontière. Nous saluons également les efforts des pays de la région visant à trouver une solution grâce au dialogue. Nous invitons les parties à aborder les questions clés et à respecter le cessez-le-feu. Les autorités de facto de l'Afghanistan continuent de manquer des occasions ou de refuser d'engager un dialogue multilatéral avec la communauté internationale et encourent par conséquent un risque de désengagement, notamment des pays donateurs, de plus en plus mécontents du refus de l'Afghanistan de répondre sérieusement à leurs préoccupations. Dans l'exposé de la MANUA au Conseil de sécurité au mois de septembre, nous avions évoqué la question de savoir si les autorités de facto étaient suffisamment pragmatiques pour aborder les diverses crises auxquelles le pays faisait face. Peu de temps après, le dirigeant taliban a ordonné la fermeture de toutes les télécommunications, y compris du réseau de téléphonie mobile et de l'Internet. Une décision qui a eu des conséquences importantes, parfois même mortifère pour le peuple en Afghanistan, avec un retard ou une absence totale d'accès aux soins de santé, aux services d'urgence, la perturbation du quotidien, la vie familiale de la population, des restrictions déjà existantes imposées aux femmes et aux filles qui ont été renforcées, perturbation également du commerce, du système bancaire, de l'aide humanitaire, des opérations aériennes. La communauté diplomatique à Kaboul a été coupée des capitales. L'impact de cette décision imprévue a été telle que les factions les plus pragmatiques des autorités de facto l'ont révoqué. Cet incident nous donne un aperçu parlant de la situation générale en Afghanistan. D'une part, il y a parmi les autorités de facto une faction voulant isoler l'Afghanistan du reste du monde et d'autre part, il y a une faction qui comprend bien que l'Afghanistan est relié au reste du monde et que de même que les Afghans et que le pays ne peut survivre sans ces liens qu'il faut soutenir. Notre objectif
commun est clairement indiqué dans l'évaluation indépendante de 2023, mais aussi dans la résolution 27-21 du Conseil de sécurité adoptée en 2023. Un Afghanistan en paix avec lui-même et ses voisins pleinement réinsérés dans la communauté internationale et honorant ses obligations internationales. Permettez-moi de souligner que l'objectif n'est nullement la réintégration de l'Afghanistan sous les autorités de facto actuelles. Et nous voulons la réintégration une fois que les obligations internationales auront été respectées. Les Nations unies restent attachées à un dialogue pragmatique fondé sur des principes, fondés sur le respect des obligations internationales, des principes de gouvernance inclusive et le respect des engagements en faveur de la lutte antiterroriste. Les Nations unies ont proposé une feuille de route politique dans le cadre du processus de Doha pour réaliser cet objectif. Une feuille de route qui cherche à faire avancer les grandes questions qui entravent la réintégration de l'Afghanistan au sein de la communauté internationale, telle que décrite dans l'évaluation indépendante. Nous ne sous-estimons pas les défis à relever. Nous avons d'ores et déjà constaté la réticence des autorités de facto à participer à un processus multilatéral. Il nous faut également reconnaître les positions divergentes au sein même de la communauté internationale, ce qui réduit l'influence de la communauté internationale. Le secrétaire général l'a dit lors de la première réunion des envoyés spéciaux sur l'Afghanistan à Doha en mai 2023. Nous ne comptons pas que tous les intérêts iront dans le même sens, mais nous devons avoir des positions communes de base. Au titre de toutes ces questions, les écarts entre la communauté internationale et les autorités de facto et entre les États membres eux-mêmes ne sont pas faciles à gérer. Promouvoir l'unité et dépasser ces obstacles, voilà ce qui fait l'objet de notre diplomatie quotidienne avec toutes les parties prenantes. C'est un objectif ambitieux, mais ne perdons pas de vue notre objectif principal. Malgré les graves questions décrites, il est possible de faire fond sur l'actuelle stabilité toute relative afin de commencer à aborder les causes profondes de ces crises. Et avec le soutien du Conseil de sécurité, nous pouvons continuer de jeter des passerelles de dialogue et nous employer à réaliser notre vision commune d'un Afghanistan en paix, réintégré dans la communauté mondiale où les droits humains de tous les Afghans et Afghanes sont respectés. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs membres du Conseil de sécurité. Merci à Madame Gagnon de son exposé.